Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Piero San Giorgio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une figure du survivalisme, auteur à succès dans ce milieu, notamment du remarqué Survivre à l'effondrement économique. Aux éditions Culture et Racines, vous venez de passer au roman, cette fois avec Giuseppe, une histoire de survie, toujours aux éditions Culture et Racines. Mais avant d'en venir à votre dernier opus, j'aimerais que l'on s'attarde sur un sujet qui vous tient à cœur, qui est le survivalisme. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, Piero San Giorgio ? Alors j'ai un parcours très normal académique. J'ai fait des écoles, j'ai fait HEC et en Suisse, puisque je suis suisse, d'origine italienne, mais suisse. Et j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans les nouvelles technologies, essentiellement les logiciels, et essentiellement pour développer les marchés internationaux, alors qu'ils s'ouvraient tout d'abord en Afrique, puis ensuite Moyen-Orient et Europe de l'Est et Russie. Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai toujours des contacts de travail dans tous ces pays. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 2000, j'ai commencé à sentir que le monde était en train de changer et que ce qu'on nous avait promis d'une grande ouverture et que cette globalisation n'allait pas être très heureuse. Et nous allions faire face à des problèmes très lourds que l'on découvre aujourd'hui comme étant extrêmement réels, qui sont tout d'abord une augmentation de la population mondiale qui aujourd'hui touche les 8 milliards avec toutes les conséquences que ça a sur les mouvements de population, sur la consommation de ressources qui sont de plus en plus rares, de plus en plus difficiles, économie financiarisée essentiellement basée sur la création monétaire, donc de la fausse monnaie, essentiellement surtout aux États-Unis et en Europe, mais aussi au Japon, qui finance une croissance qui en réalité n'existe pas et qui consomme justement ces ressources. Et nous entrons dans des cycles de gros dangers, et je les avais prévus dans mon premier livre en 2011 pour commencer dans leur phase, on va dire, paroxystique, si on peut dire, à partir de 2020. Alors, il se trouve qu'on a eu une grosse épidémie qui s'est transformée dans un massacre économique cette année et qui n'est pas terminée. On commence à avoir des révoltes aux États-Unis. On est en train de voir on va en parler. On est en train de voir une sorte de fuite et de mouvement centrifuge aux États-Unis, de séparation des individus déjà. Donc une sorte de guerre civile moléculaire, quelque chose d'étonnant et très difficile à prévoir. Et bien tout ça, j'en parlais dans Survivre. Et donc je me suis mis à partir de 2010-2011, date à laquelle est sorti ce livre, à essayer de communiquer, non pas forcément seulement à donner de l'alerte, mais surtout à donner des solutions et à donner des conseils sur comment faire pour qu'en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté ou groupe, et peut-être pourquoi pas de nation entière, c'était en tout cas le message de la version russe de mon livre, puisqu'il est traduit dans une dizaine de langues. Dans la version russe, j'expliquais par exemple qu'il y a des pays dans le monde, comme peut-être la Suisse, comme peut-être la Russie et certains autres, qui sont naturellement capables de survivre en tant que nation. Alors que des pays comme la France, par exemple le Royaume-Uni ou les États-Unis, sont dans des situations beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus dangereuses et dans laquelle la survie nationale, à mon avis, est compromise. Dans votre best-seller, Survivre à l'effondrement économique, vous donnez des clés pour évoluer dans ce monde post-apocalyptique que vous prédisez. Quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on est en pleine pandémie du siècle, pandémie qui sera responsable, comme vous l'avez dit, d'une crise économique que certains observateurs jugent comme une catastrophe d'une ampleur biblique. Les manifestations aux États-Unis, elles prennent des airs de guerre civile. La situation en France, elle est extrêmement tendue. Est-ce qu'on est au bord de l'effondrement ? Je pense que oui. Et parfois, je me pince, me dire, il y a 10 ans, j'avais prévu que le moment clé était entre 2020 et 2022, et pire après, évidemment, mais c'était vraiment à partir de ce moment-là où il fallait être très attentif, et ça arrive exactement cette année. Alors, j'avais pas prévu cette pandémie, évidemment, personne ne pouvait la prévoir, mais enfin, dans mon livre précédent qui gérait les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, dans la partie biologique, eh bien, mon co-auteur et moi avions parlé des risques de pandémie, et nous expliquions comment se préparer à l'avance, comment avoir effectivement des stocks de masques, de gel et autres matériels, et surtout des comportements à avoir. Et c'était très intéressant de voir que tous les pays ont des plans de pandémie, et bien particulièrement les pays occidentaux, France en tête, mais aussi Angleterre, enfin Royaume-Uni. Eh bien, les plans, lorsqu'ils ont été présentés aux autorités, les autorités ne les ont même pas, visiblement, ne les ont même pas regardés. Au contraire, ils ont improvisé, complètement... navigable à vue, navigable à vue, avec beaucoup d'incompétence.
alors que c'est quand même une affaire très sérieuse et que surtout, les pays qui, eux, ont appliqué les plans de pandémie qui existent, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, la Russie et d'autres, finalement, dans la masse de leur cas, eh bien, s'en sortent pas trop mal. Donc il y a... Moi, ce qui m'effraie en fait le plus dans la crise actuelle, c'est cette incompétence visible, et parce que je peux gérer le risque, mais le fou qui fait n'importe quoi est beaucoup plus compliqué à gérer en réalité. C'est une question qui mériterait de nombreuses réponses, mais faisons un peu de politique fiction, qui est pas si fictionnelle, selon vous. Quelle serait la première chose à faire en cas d'effondrement économique? Expliquez-nous votre concept de BAD ou base autonome durable. Alors je développe dans ce premier livre, et je le développe au fur et à mesure des suivants également, cette idée d'enracinement et finalement d'apprendre à se défendre et de développer son autonomie. Et pour cela, cette idée de base dans laquelle on s'enracine, autonome, où on développe son autonomie qui est la source de toute liberté, et durable, parce qu'on ne sait pas combien de temps vont durer ces crises. Est-ce que ce sont des crises passagères ou ce sont des crises à très long terme, et sans aller jusqu'à Mad Max, qui est de la science-fiction, restons sur le réel. Par exemple, l'Union soviétique s'est effondrée, les populations russes ont traversé une très longue crise d'une dizaine d'années, dans laquelle les souffrances ont été très lourdes. On peut prendre également, proche de nous, l'exemple de la Yougoslavie, qui, lorsqu'elle est partie en décomposition, il y a eu des affrontements extrêmement durs, extrêmement violents, avec des nettoyages ethniques et des guerres. Donc, ce concept de base autonome durable, il implique 7 points fondamentaux qui sont d'obtenir une autonomie pour l'eau, pour la nourriture, pour l'hygiène, pour l'énergie, pour les connaissances et les savoir-faire, pour la défense et le lien social, afin de créer ce qui est le ciment de toute société humaine, c'est-à-dire les clans, les tribus, puis le village, que sais-je, et ça peut monter jusqu'à la nation si on est très bien organisé dans un pays, et qui permettent et qui donnent le maximum de chances de finalement non seulement de survie, mais d'une vie qui est peut-être plus naturelle, plus harmonieuse, avec tout ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire les cycles naturels, les liens honnêtes et profonds avec les autres, et que l'on a oublié aujourd'hui dans un monde où on est de plus en plus dépendant de l'État pour les allocations, pour les routes, pour les infrastructures, pour tout, dépendant des circuits d'approvisionnement pour notre sustentation physiologique, eau, nourriture, on a des supérettes à tout coin de rue. Médicaments, masques, on a vu les problèmes dans l'aspect médical, tout à fait, vous avez raison. Et nous voyons, on est aussi dépendant de la police pour nous défendre, alors que normalement le citoyen est la première ligne de défense face à la criminalité et même au terrorisme, comme on voit dans certains pays. En Israël, souvent ce sont les citoyens qui abattent et qui neutralisent les terroristes. Ce ne sont pas, ils n'appellent pas la police qui arrivera 30 minutes plus tard. Non. Et ça, nous devons le réapprendre de gré ou de force. Et nous serons confrontés à la nécessité de l'apprendre très vite, si nécessaire. Et donc, j'espère donner par mes livres une bonne longueur d'avance à mes lecteurs, qui sont nombreux à faire l'effort. Alors, quand je parle d'autonomie, ce n'est pas forcément une autonomie à 100%. Je ne dis pas aux gens, redevenez fermiers, redevenez agriculteurs, je ne leur dis pas, montez votre propre milice de défense. Privilégier les circuits courts, par exemple. Mais on peut faire cela. On peut privilégier des circuits courts. On peut réfléchir à ce que signifie être dépendant lorsqu'on habite dans une grande ville. Mon deuxième livre, Rue Barbare, explique aux gens comment s'en sortir en ville en cas de crise. Et donc, j'essaye de donner le maximum de cartes et le maximum de solutions à la population qui veut bien les appliquer. Mais au moins, ils auront un choix et au moins, ils ont des solutions. Parce qu'aujourd'hui, même on l'a vu pendant ce confinement, beaucoup de gens, surtout au début, se sont retrouvés un peu en panique en disant « Mais que se passera-t-il si les magasins ferment ?» Alors, ils sont allés accumuler du papier toilette, oui, c'est très bien. C'est ça, oui, mais qui se mange pas. Enfin, peut-être qu'ils pensaient l'utiliser pour du troc. Mais que se passerait-il si effectivement la crise était plus longue, était plus dure, s'il y avait eu plus de mortalité et si l'approvisionnement s'arrêtait? Là, on est dans un tout autre univers que ce qui s'est passé. Et là, c'est beaucoup moins sympathique. Et ça nous ramène au siège de Sarajevo, ça nous ramène au siège de Leningrad, ça nous ramène même le siège de Paris en 1870, où les gens étaient au bord de la mort de faim, de mourir de faim. Et alors, évidemment, tout ça, nous ne le souhaitons pas, je ne le souhaite pas. Mais simplement, je pose la question, ça peut arriver. Êtes-vous prêts si ça arrive? Et cette année a montré à des millions de gens à travers le monde que ça peut arriver.
Nous étions très proches. Quels seraient les plus grands dangers auxquels un citoyen français, par exemple, prenons l'exemple de la France, serait confronté en cas d'effondrement économique? Alors, je crois qu'il y a tout d'abord la criminalité et l'agression, déjà par des professionnels de la criminalité et de l'agression, mais aussi, malheureusement, des gens désespérés qui pourraient tout d'un coup ne pas trouver dans l'entraide le moyen le plus efficace de s'en sortir, et au contraire, aller plutôt dans la prédation. Je crois qu'il y a des gens qui sont plus orientés entraide, et c'est tant mieux. Malheureusement, il y a aussi des gens plus orientés prédation, et puis entre les deux, la nécessité peut parfois pousser des gens à des extrêmes malheureux. Et ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, peut-être particulièrement français, c'est que la France est un pays où, depuis plusieurs générations, on s'est habitué à être dépendant d'un État nounou, d'un État-providence qui est là pour tout, qui est là pour résoudre tous les problèmes que l'on peut avoir dans la vie. Souvent, c'est à coup d'argent, mais souvent, c'est à coup de bureaucratie. Et je crains que cette attitude, elle soit néfaste lorsque cet État n'est plus capable. On le voit aujourd'hui pour la criminalité, où l'État, par manque de moyens, mais aussi par volonté, a lâché certains territoires, où il se dit, dans ces territoires, je laisse tomber. Je n'y vais plus, ou alors on y va très tard. On a vu à Dijon ces affrontements étonnants entre communautés. Si l'État n'est plus du tout là, l'homme est un loup pour l'homme. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un élément important. La France a des avantages, c'est un grand pays, c'est un beau pays, mais c'est aussi un grand pays agricole. Donc de ce point de vue-là, la France a beaucoup de potentiel de production agricole. Est-ce que cette production, qui est produite par 2% de la population, est-ce qu'elle pourra continuer à être... en difficulté d'ailleurs. Très en grande difficulté. Est-ce que cette production pourra toujours être distribuée efficacement dans les grandes villes en cas de crise? Pensez que vous avez vu Guérilla de Laurent Oberton? Bien sûr. Vous pensez que ça peut arriver, quelque chose comme ça? C'est un scénario possible. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que c'est une dystopie où Laurent Oberton, qui est un journaliste et auteur, raconte en fait l'effondrement de la France en quelques jours suite à une révolte des banlieues. Oui, je vous encourage à aller voir l'interview que j'ai faite de Laurent Oberton sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que c'est un scénario possible. Alors évidemment, c'est un roman, c'est une histoire de fiction, donc on n'est jamais certain du réalisme si quelque chose comme ça devait arriver, mais souvent, malheureusement, on voit que la réalité dépasse souvent la fiction. Qui aurait pu imaginer, il n'y a pas longtemps, que des hordes de petits bourgeois blancs allaient déboulonner des statues aux États-Unis? Ça, c'est quelque chose d'assez... avec du recul, on se dit, bien sûr, les mouvements iconoclastes. Et en France aussi. Une statue de Napoléon Bonaparte qui vient d'être taguée. Oui, De Gaulle aussi, j'ai vu, c'est sympa. Les résistants apprécieront, enfin, dans leur tombe, ils se retourneront. Mais avec du recul, on se dit, bien sûr, ce sont des mouvements iconoclastes qui sont typiques des extrémistes religieux, qu'ils soient talibans ou gauchistes. Donc à la fin, on aurait pu le prévoir. Mais à cette vitesse et avec cette ampleur en 2020... Oui, c'est ça que vous expliquez, en fait. Vous dites la bascule, elle peut arriver très vite. Oui. Comment s'en prémunir de tout ça? Eh bien, c'est tout d'abord un travail de réflexion, chose qui malheureusement manque dans un monde où on est stressé, on doit courir dans notre emploi, les enfants, et jongler avec toutes sortes de tâches quotidiennes. Mais il y a cette réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être libre, qu'est-ce que ça veut dire être indépendant ou dépendant d'un système. Et en fonction de cela, réfléchir sur qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre au niveau familial, au niveau individuel, au niveau d'un groupe, pour se détacher en partie. On n'est peut-être pas capable d'être autonome et libre à 100%, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais un petit peu. Et de commencer avec un petit peu de réserve alimentaire, un petit peu de réserve d'eau. Voilà, comme des exemples concrets, par exemple, de qu'est-ce qu'il faut faire. Typiquement, si vous êtes en ville, ce serait peut-être pas mal d'avoir 3-4 jours d'eau. D'ailleurs, l'État français, et d'ailleurs l'État de tous les pays, que ce soit la Russie ou les États-Unis, sur leur site du ministère de l'Intérieur, encourage les citoyens à avoir de quoi tenir le coup pendant 48 heures, minimum. Avoir des bougies, avoir des piles pour des lampes, avoir des couvertures si l'électricité devait s'arrêter en plein hiver pendant quelques jours. Et donc, même l'État encourage en réalité les citoyens à se responsabiliser par rapport à des crises souvent liées aux catastrophes climatiques, par exemple, qui arrivent. Les tempêtes, les inondations, tout ça, ce sont des choses qui arrivent.
Paris est dans une zone inondable. Alors c'est bien géré, c'est très très bien géré, mais les crues centenaires, elles peuvent toujours arriver. On a une de la Seine, il n'y a pas si longtemps. Et si elles devaient dépasser la capacité parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait que ce jour-là, plusieurs problèmes techniques et humains s'accumulent. On l'a vu dans le Sud-Est, en France, il y a quelques années. La catastrophe, elle arrive. Et donc, ce sont des étapes concrètes. Alors évidemment, dans mes livres, je vais beaucoup plus loin. J'explique aux gens comment développer des stratégies de défense personnelle, comment être armé, tout simplement, comment re-acquérir notre capacité à nous défendre, être la première ligne de défense face au crime et même à la guerre. Et ça, c'est évidemment, étant de culture suisse, étant suisse, dans mon pays, on a encore ce concept de milice, ce concept d'armée, de citoyens armés, qui est le garant de la démocratie, puisque sans les armes, on peut pas se défendre face à un État qui deviendrait tyrannique. Exactement. Nos constitutions sont très similaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'évidemment j'encourage. Probablement, c'est ce qui me bloque pas mal de médias aussi. Mais c'est, je crois, le moyen de reconquérir notre liberté, de récupérer notre dignité d'homme libre. Parce que sans liberté, il n'y a pas de dignité, il n'y a rien. Nous sommes... Être esclave n'est pas, à mon avis, une ambition très intéressante, bien que être esclave est facile, en fait. C'est quelque chose où, tant que le maître nous donne à manger et nous stipendie, beaucoup de gens s'en contentent, mais ce n'est pas comme ça que l'on est digne dans la vie. J'aimerais qu'on s'attarde sur les causes de cet effondrement, que vous détaillez dans vos livres. Qu'est-ce qui pourrait le causer, cet effondrement ? Alors, tout d'abord, il y a les causes structurelles à long terme. C'est une augmentation de la population mondiale, une croissance économique qui est de plus en plus due à l'endettement. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'action des banques centrales pour contrer la pandémie de coronavirus, parce que la planche à billets tourne à plein régime, Oui, des deux côtés de l'Atlantique et en Asie aussi. Et malheureusement, la poudre de perlimpinpin à un moment retombe. Et moi, ce que je crains, c'est lorsque ça s'arrête. Lorsque ça s'arrête et qu'on retrouve avec des dettes colossales, impossibles à rembourser. Toute mesure à ce moment-là va avoir des conséquences économiques dramatiques, soit dans l'hyperinflation dans un sens, République de Weimar, et ça donne des résultats terribles sur la pauvreté, sur les gens qui meurent littéralement de faim à ce moment-là, avec des pénuries terribles. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les autres solutions classiques dans ces cas-là, c'est les guerres. Donc trouver un ennemi, faire la guerre, les gens oublient leurs problèmes pendant que l'on est en train de détruire un petit peu des infrastructures. Mais aussi, il y a toutes sortes de fuites de ces fameux resets dont on parle de plus en plus de l'économie, qui sont la pulvérisation des épargnes et de la richesse accumulée depuis des siècles. Parce que la planche à billets est très très mauvais pour l'épargne, il faut le rappeler ça. Alors aujourd'hui, on est dans une situation paradoxale où on a des économies qui probablement ont pris moins 10% de PIB cette année, et des bourses qui sont pratiquement à leur maximum historique. Oui, c'est d'ailleurs ce qui a un lien avec l'action des banques centrales. Exactement. Parce que cet argent, il faut bien qu'il se dirige quelque part. Tout à fait. Et donc ces bulles qui éclatent, elles sont devenues tellement gigantesques qu'on est face à un potentiel de crise très lourde qui va bien au-delà d'une récession. Et c'est pour ça que j'utilise le terme d'effondrement. C'est encore autre chose. C'est encore un niveau au-dessus de la récession ou de la dépression. C'est le niveau ultime. Alors, ce serait la mort du système monétaire international, hyperinflation. Alors, je rassure tout de suite, il ne s'agit pas de prévoir Mad Max, il ne s'agit pas de prévoir la transformation de l'Occident dans une sorte de Zimbabwe de 1998. J'y étais, je l'ai vécu de l'intérieur, leur effondrement. Mais néanmoins, si nos pays devaient se transformer pendant un temps, peut-être même de quelques mois ou de quelques années, avec des situations comparables à celles justement de la Yougoslavie ou du Libéria ou de certains endroits d'Afrique du Sud, le citoyen se retrouverait aujourd'hui bien dépourvu face à ça. Et donc moi, j'essaye modestement d'apporter justement des solutions. Vous pensez qu'on se sent trop en sécurité en Occident ? De moins en moins quand même. Je vois que ces derniers mois, beaucoup de gens ont ouvert les yeux. Tant mieux. Bon, maintenant, parlons de votre dernier opus, qui est un roman, Giuseppe, une histoire de survie, donc dans lequel vous avez transposé vos thèmes de prédilection, et cette fois pour en faire une histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de... C'est vrai que je me suis replongé dans l'histoire familiale. Un de mes grands-pères a traversé la Deuxième Guerre mondiale, notamment puisqu'il était italien dans le conflit en étant en Grèce.
et puis prisonnier par les Allemands en Allemagne, et libéré par l'Armée rouge. Et il me racontait, quand j'étais petit, certaines anecdotes assez difficiles. Alors, il le racontait avec pudeur et avec le tact qu'un grand-père peut utiliser avec son petit-fils, mais clairement, on comprenait que c'était difficile, qu'ils avaient des problèmes avec la nourriture dans les camps en Allemagne, et même le fait qu'ils soient rentrés à pied depuis l'Allemagne de l'Est jusqu'en Italie. C'est toute une aventure. Et en fait, je me suis plongé un petit peu dans ma mémoire, dans les histoires qu'il nous racontait, et puis dans pas mal d'archives pour apporter une exactitude historique qui donne un cadre à sa petite histoire à lui. C'est l'histoire d'un petit individu dans la grande histoire et le chaos de cette époque. Et j'ai enfin compris pourquoi il était, par exemple, lorsque le 9 mai, il y a la fête de la victoire en Russie, chaque année, il célébrait ça avec joie, parce qu'il avait été libéré par l'armée rouge, et que pour lui, c'est la première fois depuis des années qu'il mangeait correctement à sa faim. Et donc, je suis allé chercher cette histoire, et j'ai essayé de montrer aussi, tout d'abord, la dureté et la difficulté de la vie à cette époque, puisque je raconte aussi sa jeunesse dans les années 20 et 30 en Italie. Là, on voit que le privilège blanc... La crise économique, la montée du fascisme, on voit bien que le privilège blanc, je ne sais pas quand il a existé, mais c'était pas dans les années 30-40, il n'y en avait pas encore. Et clairement, j'ai montré que la vie était très dure, mais les gens trouvaient dans cette difficulté quand même des moments de joie et de bonheur simples. Mais qu'avec la guerre, une guerre que les Italiens n'ont pas voulu, ils se sont retrouvés en guerre avec le monde entier en quelques années, alors que c'était un pays économiquement très faible, eh bien, ils se sont retrouvés très démunis dans des histoires qui les dépassaient, et même dans la géopolitique, puisque quand l'Italie a changé de camp et que l'Allemagne a capturé en un jour 1 million de soldats italiens à travers l'Italie et bien sûr la Grèce où était mon grand-père, parfois avec d'extrême violence, eh bien, il se retrouve, un jour, il est allié des Allemands face aux Grecs et aux Anglais et aux Américains. Le lendemain, il est prisonnier des Allemands, bombardé par des Anglais et des Américains, à travailler dans des usines comme esclaves, finalement, comme ouvriers obligatoires. Comme le service du dans travail les usines, obligatoire. Exactement. Sauf que là, ils n'avaient pas vraiment le choix, c'était travailler ou pas manger. Puisqu'en fait, les Italiens n'étaient pas des prisonniers de guerre pour les Allemands, c'était des militaires internés. Et donc, il n'y avait pas de convention de Genève qui s'appliquait, il n'y avait pas d'accès à la Croix-Rouge, il y avait vraiment des conditions très très dures. Et en plus, ils étaient considérés comme des traîtres. Et on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie ne traitait pas très bien ceux qu'ils considéraient comme des traîtres. Donc, ils ont été très maltraités, et donc j'explique aussi cette survie dans des camps. Alors, ce ne sont pas des camps de concentration. Ce sont des camps de prisonniers, néanmoins, mais où des conditions qu'aucun d'entre nous aujourd'hui, en tout cas en Occident, ne peut s'imaginer. Et donc, c'est aussi un rappel utile pour les jeunes aujourd'hui, pour tout le monde, de se rendre compte à quel point c'était quand même difficile cette période. Et puis le retour en Italie, qui est aussi, je relate aussi vers la fin du livre, son retour en Italie. Et il y a cette comparaison assez cocasse de quelqu'un qui en a bavé pendant des années et qui revient chez lui. Et en fait, les gens ne veulent pas entendre son histoire parce qu'eux-mêmes ont subi les bombardements alliés, et puis ils ont eu une guerre civile. Guerre civile de 1943-1945 en Italie, qui a été presque plus sauvage que la guerre. Les Italiens, entre eux, se sont battus avec beaucoup plus de fougue que contre les ennemis officiels de leur pays lorsqu'ils étaient en guerre. Et donc, les gens se sont dit, écoute, tes histoires de prisonniers, bon, on a un pays à reconstruire, on va pas en parler, on va bosser maintenant. Et j'ai trouvé que c'était une sorte de leçon aussi intéressante pour tous les gens qui souffrent et qui essayent peut-être de nous la ramener un peu trop ces temps, qu'en fait, il faut bosser dans la vie et qu'il faut construire son avenir et non pas aller se plaindre et aller mendier une pitance mémorielle. Merci beaucoup Piero San Giorgio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Giuseppe, une histoire de survie aux éditions Culture et Racines. Merci beaucoup. Merci.